Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur France 24. C'est le journal de l'Afrique. Voici les titres de ce lundi 26 décembre. À la une, le coup d'envoi de la campagne pour les législatives au Bénin. Elles auront lieu le 8 janvier prochain. Pour la première fois, le parti de l'ancien président Boni Yayi y participe. Correspondance à suivre. À la une également, préserver à tout prix la culture et le patrimoine juif en Tunisie. Ne manquez pas notre reportage à Tunis à l'occasion de la fête de Hanouka. Un rendez-vous important, vous le verrez, pour la communauté juive là-bas, très attachée à ses traditions. Et puis on reviendra sur la situation en Gambie où le pouvoir a déclaré la semaine dernière avoir déjoué un putsch militaire. Plusieurs soldats ont été arrêtés. On fera le point dans ce journal avec le journaliste Barkaba. Voilà pour les titres, bienvenue sur notre antenne. Initialement recalé, il a finalement été autorisé à concourir, c'était le mois dernier. Au Bénin, le parti de l'ancien président Boni Yayi, baptisé les démocrates, va bien prendre part aux législatives du 8 janvier. C'est donc une première depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, c'était en 2016. Sur place, la campagne est désormais ouverte. Emmanuelle Sodji est notre correspondante dans le pays. C'est une campagne électorale qui démarre très timidement, sans doute en raison du contexte des fêtes de fin d'année. Mais c'est certain que la ferveur ira crescendo au fur et à mesure que l'on s'approchera du scrutin. Cette partie, dont 4 de la mouvance présidentielle sont en compétition. Ces législatives seront très scrutées car c'est la première fois depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon que le principal parti d'opposition pourra participer à une élection. Depuis 2016, le parti de l'ancien chef de l'État, Yayi Boni, n'a jamais réussi à remplir les critères exigés par la nouvelle loi électorale pour aller aux différentes élections. Actuellement, tous les députés au Parlement sont tous dans le camp présidentiel. C'est d'ailleurs un des thèmes de campagne de l'opposition qui dénonce une dérive démocratique. De leur côté, depuis le lancement de la campagne, eh bien, les partis du président Talon défendent l'action du gouvernement et de toutes ses réalisations au plan économique et social durant 6 ans. Alors vous le voyez, ces législatives sont cruciales pour l'opposition. Cela lui permettra de mesurer son poids dans les urnes. On aura aussi la réponse à d'autres questions qui se posent. Est-ce que le pouvoir gardera sa majorité absolue au Parlement? Ou bien encore, est-ce que ces élections vont se transformer en un référendum pour ou contre Talon après 6 ans de gouvernance? Réponse à la mi-janvier, au moment du scrutin. On en vient à cette nouvelle explosion dans l'est du Burkina Faso. Cette fois, c'est un minibus qui a sauté sur une mine. Au moins 10 passagers, des civils, ont trouvé la mort. 5 autres ont été blessés et plusieurs autres sont, eux, portés disparus toujours. Samedi, déjà, 2 soldats d'une unité de patrouille avaient été tués par l'explosion, là également, d'un engin explosif. Au Niger, l'armée, elle aussi, est en deuil après le crash meurtrier de l'un de ses hélicoptères. L'accident est survenu alors que l'appareil revenait d'un vol d'entraînement. Il s'est écrasé lors de son atterrissage sur la piste militaire de l'aéroport de Niamey. Les 3 membres d'équipage n'ont pas survécu. Une commission d'enquête a été chargée de déterminer les causes de cet incident. Elle s'achève ce lundi. Tout autre chose à présent, la fête de Hanouka est un moment important pour la communauté juive. Des juifs dont le nombre a fondu, il faut le dire, en Tunisie, de 100 000 dans les années 50 à environ 1200, 1600 peut-être aujourd'hui. D'où la nécessité pour eux de se battre pour conserver ce patrimoine religieux mais aussi culturel, unique en son genre. Reportage à Tunis pour France 24, il est signé Lilia Blaise avec Hamdit Lili. À la synagogue de la Goulette à Tunis, cette poignée de croyants est comme une famille. Les derniers juifs de la capitale célèbrent Hanouka autour de leur rabbin, Daniel Cohen. Un moment de communion et de dégustation. Amen. Ça c'est avec sucre, ça c'est sans sucre. Nous cuisinons spécialement pour cette fête des beignets à base d'huile qui s'appellent les ftayeurs ou youyou. L'huile a une symbolique car le miracle de Hanouka est basé sur une fiole d'huile. À Tunis, cette fête est un acte de résistance pour une communauté qui compte aujourd'hui 300 personnes. Hanouka, c'est toujours l'espoir du petit. Et aujourd'hui en Tunisie, on est une toute petite communauté. Donc c'est toujours beaucoup d'espoir de fêter cette fête en Tunisie parce que c'est l'espoir de la minorité. Une minorité due à l'exode massif des juifs tunisiens vers l'Europe dans les années 60, mais également de la montée de courants extrémistes après la révolution de 2011. Il y a eu des menaces
sur les Juifs, sur les intellectuels, sur les femmes. Et évidemment, aujourd'hui, je pense que l'État est en train de jouer son rôle. Nous considérons qu'il est de notre devoir, n'est pas un devoir de mémoire, mais un devoir d'histoire. Une histoire que certains jeunes retrouvent avec émotion, comme Camille Lévy, franco-tunisienne juive. Sa famille a quitté la Tunisie il y a 2 générations. Nous l'avons suivie lors de la dernière veillée de Hanouka à la synagogue. Il y a vraiment ce désir de déconstruire ce qu'on nous a enseigné et essayer de comprendre ce qui s'est passé et de renouer le lien avec ce pays ou cette région que nos grands-parents ou nos parents ont quitté de manière un peu dramatique. Dimanche soir, le rabbin a laissé Camille et d'autres femmes allumer une bougie de la menorah, tradition habituellement réservée aux hommes. Un acte d'ouverture dans un pays où la femme a toujours été précurseur. C'était mercredi dernier, le gouvernement gambien assurait avoir déjoué un coup d'État militaire tenté la veille. Bilan, selon les autorités, 5 personnes arrêtées, dont 4 soldats. Toutes sont donc accusées d'avoir voulu renverser Adama Barrow, arrivé pour rappel au pouvoir en 2017. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Barkaba. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et analyste politique. L'enquête se poursuit en Gambie. Vous pouvez nous en dire plus sur le déroulé de cette tentative de coup d'État mardi 20 décembre? Effectivement, le gouvernement gambien a annoncé la découverte d'un complot pour renverser le gouvernement du président Adama Barrow en annonçant l'arrestation dans un premier temps de 4 officiers et de recherche engagée contre d'autres militaires soupçonnés d'avoir pris part à cette tentative de coup d'État. Dans la même foulée, un ancien ministre des Affaires étrangères sous le régime de Yahya Jammeh, qui a rallié le parti UDP, qui est la principale formation de l'opposition, avait aussi été interpellé dans le cadre de cette supposée tentative de coup d'État. D'où ma prochaine question. Certains observateurs en Gambie lient cette tentative de putsch militaire à l'ancien chef de l'État, vous l'avez mentionné, Yahya Jammeh, actuellement en exil en Guinée équatoriale. Il aurait toujours le soutien d'une partie de l'armée. Qu'en est-il exactement ? C'est difficile pour le moment de dire en l'état de l'enquête si l'ex-président Yahya Jammeh est partie prenante ou pas de cette tentative de coup d'État. Ce qui est par contre certain, c'est le contexte dans lequel ces accusations sont intervenues. Les interpellations effectuées contre les soldats présumés putschistes ont eu lieu 72 heures après des appels WhatsApp lors d'une réunion avec une partie des fidèles de Yahya Jammeh, de son parti, l'EPI Assi, qui est divisé en 2 tendances, où Yahya Jammeh déclarait qu'il allait rentrer en Gambie et défier les actuelles autorités en disant que personne ne peut empêcher son retour en Gambie. C'est 72 heures après cette déclaration de Yahya Jammeh que les soldats ont été interpellés. Et leur profil aussi intrigue un peu parce que ce ne sont pas du tout des officiers supérieurs, mais plutôt la plupart d'entre eux sont des soldats du rang, dont l'un des plus gradés serait un sergent-chef. Voilà donc pour l'identité, le profil des personnes arrêtées. Adama Barrow, lui, est arrivé au pouvoir, on le rappelle, en 2017, ce qui a marqué la fin de 22 ans de dictature sous Yahya Jammeh. Et le nouveau président a fait de la réforme des services de sécurité une priorité. Bien sûr, c'est tout sauf une mince affaire. Ça peut expliquer également ces vives tensions ? Absolument, c'est une armée que Yahya Jammeh a formatée à son image, parce que 22 ans de règne, ça laisse une forte empreinte. Et Yahya Jammeh avait eu un recrutement assez particulier. Une partie de la hiérarchie de l'armée gambienne lui doit son ascension. Et ce n'est que de manière très timide que l'actuel président Adama Barrow a essayé d'opérer des changements. Et ce n'est pas pour rien qu'il est encore presque sous le parapluie sécuritaire de la CEDEAO, avec le déploiement d'une force de sécurité, dont l'essentiel est composé par les troupes du grand frère sénégalais, du voisin sénégalais, qui a déployé sur place un contingent de près de 625 hommes. Vous qui connaissez bien le pays et la région, vous avez été surpris par cette tentative de coup d'État militaire. C'est un pays, la Gambie, où le terrain est propice, en tout cas ces dernières années, à ce genre d'événements ?
Bon, si on se réfère au passé un peu agité du pays qui a déjà connu dans les années 80 des tentatives de déstabilisation de la part de Kukoy Samba Sagnan et ensuite, après le putsch de Yahya Jammeh, en 1994, il n'est pas étonnant que de temps en temps qu'il y ait des soubresauts. Mais globalement, depuis l'élection et la réélection intervenue l'année dernière du président Adama Barrow, le pays est quand même assez stable pour le moment, même si sur le plan économique, tout n'est pas rose et que le chômage des jeunes surtout et le coût de la vie reste très élevé pour les Gambiens. La Gambie restait relativement stable. Mais le contexte de la sous-région avec la contagion prétorienne qu'on voit avec les putschs au Mali, en Guinée et au Burkina Faso peut bel et bien donner des idées à des gens pour tenter une aventure. Et comme dans les pays que vous avez cités, vous craignez désormais que la démocratie gambienne en prenne un coup. C'est de très mauvais augure là-bas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président Adama Barrow a intérêt à bien surveiller la troupe. Il n'est pas réputé être très très proche des militaires parce que depuis son règne, on l'a rarement vu effectuer des tournées dans les casernes. Que la tentative de coup d'État soit réelle ou pas, je pense que c'est une sérieuse alerte pour son régime et que prioritairement, parmi ces chantiers, doit s'engager une réforme en profondeur du secteur de sécurité et que le parapluie de la CEDEAO et du voisin sénégalais ne pourra pas indéfiniment assurer sa propre sécurité. Barkaba, invité du Journal de l'Afrique sur France 24. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ce soir. Voilà donc pour ce point sur la situation en Gambie, moins d'une semaine après cette tentative de coup d'État déjouée par le pouvoir. C'est la fin de cette édition. Merci à Kalidoussi qui était en régie pour la réalisation de cette édition. Merci également aux équipes techniques sans qui rien ne serait possible. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.